Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin à Bretagne. Nous sommes très heureux de passer cette petite heure en direct avec vous. Alors nos invités d'honneur ce matin, ce sont les marins musiciens morbihanais du groupe Soldats Louis, enfin une partie de l'équipage, à savoir Michel Banuls à la guitare et au chœur, et puis Philippe Matras, manager. Souvenez-vous du rhum, des femmes martiniquaises, des tubes que nous avons bien entendu tous repris. Les 7 mercenaires lorientais fêteront leurs 30 ans de carrière en 2018 avec une tournée anniversaire en 2019, mais d'ores et déjà, ils nous donnent quelques nouvelles du front, puisque c'est le titre de leur nouvel album, sorti chez Cobb Braze. Alors, bonne ou pas bonne ces nouvelles, eh bien on en saura plus dans quelques instants. De la musique, encore, de la musique électro, cette fois, et des chants bretons avec le projet collectif Pobble Bar Machine. 11 musiciens d'horizons différents réunis dans un album en recherche de financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. Ce sont Antoine Perrand et Brian Ruellan, 2 des membres du collectif, qui seront avec nous dans quelques instants. Nous parlerons également d'un sujet sensible, le don d'organes, un sujet encore tabou. Pourtant, depuis le 1er janvier dernier, nous sommes tous donneurs présumés consentants, à moins de s'y être opposés de notre vivant. Nous ferons le point sur les enjeux du don d'organes avec le docteur Sylvain Lavoué du CHU de Rennes. Nous retrouverons aussi notre coach sportif maison, Hugo Mamba. Il nous dira que la grossesse n'est pas incompatible avec la pratique d'une activité sportive. Alors, quel bienfait? Eh bien, nous verrons cela avec lui et le docteur Stéphane Delaunay, médecin du sport. Enfin, nous irons à la découverte des oiseaux qui viennent passer l'hiver en Bretagne. Ils font pour certains des milliers de kilomètres pour chercher un peu de douceur. C'est ce que nous dira Julien Garin de l'association Bretagne Vivante. Sans oublier en toute fin d'émission le débriefing de l'amie comédienne Catherine Bossard. Voilà pour le menu de cette matinée. Bienvenue à tous. Bonjour Soldats Louis. Bonjour. Vous êtes une partie, mais bon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes 7 mercenaires habituellement. Bon, là, vous êtes 2 à représenter l'équipage, on va dire. On suit vos aventures depuis 1988 et la sortie de votre premier album, Première Bordée, dont est extrait le single du Rhum des femmes bien connu. 30 ans plus tard, Soldats Louis reste Soldats Louis, finalement. Rien n'a changé. Toujours pareil, toujours autant envie de tourner et toujours avec autant de plaisir de retrouver le public. Ouais, c'est surtout ça. Alors, vous sortez un nouvel album, quelques nouvelles du front. Avant ça, avant d'en parler, on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur les origines. Alors, je vous propose de tirer, Michel, un premier petit papier. Alors, je me lance. Allez-y. Qu'est-ce qui va sortir? Ah. James Brown. Qu'est-ce que ça évoque, ce grand monsieur James Brown? Ça évoque mon talent de danseur, déjà. Démonstration, attention. mais sur la table, alors. Ah oui, bien sûr. non, alors, James Brown, c'est le groove, on peut pas rester insensible. Si on écoute de James Brown, c'est... Vous avez une histoire avec James Brown, c'est ça qui est génial. Alors, oui, c'est Philippe qui me l'a raconté. Ah, alors c'est Philippe qui va peut-être la raconter, du coup. Alors c'est quoi cette histoire avec James Brown? Dites-nous tout. C'est une histoire qui n'est pas toute jeune, déjà, quand même. Dans les années 75, c'est ça? Oui, par là. C'est ça, voilà, tout à fait. C'était même J'étais pas Soldats Louis. J'étais pas né non plus. Mais moi, c'est vrai. C'était pas Soldats Louis du tout encore. Non, c'était le premier... Les jeunes groupes de garage, voilà, comme on dit. C'était Nothing Plus. Exactement. Ça. Petit duo entre... Ouais, enfin, il y avait 4 gars, batteurs, batterie. On essayait de monter un groupe. Ouais. Voilà. Et puis, d'un seul coup, il y a des choses magiques qui arrivent. Et on nous dit, vous allez jouer à Rennes. Bon. Avec James Brown. Rien que ça. Bon, non, ouais, d'accord. Hein. Bizarre. Faites la première partie de James Brown. Ouais. C'est vrai. Waouh. Voilà. Alors, on a tout vu, comme dit Serge, le groove, le show, le spectacle. Le show, ça nous a appris vous a marqué. quelque chose. Ouais. Bon, on a vu James Brown avec la cape. Ça, c'est le show derrière la scène, poser la cape. Enfin, tout un système, tout un cinéma, si on peut dire, mais bien fait. Et puis, arriver sur scène, alors là... ça épate les gamins, quoi. Hein. C'est clair. Ça épate les gamins. Vous avez regardé avec des yeux comme ça et vous vous êtes dit, on fera pareil. Et puis ça sonne, comme on dit, ça sonne, ça joue. Oui. Vous parliez de Serge Danet tout à l'heure, on lui fait d'ailleurs un petit coucou, le pauvre devait nous rejoindre, et puis il est cloué au lit par un vilain mal de dos. Voilà, alors on l'embrasse, on fait ça. Je vous propose de tirer un deuxième petit papier. Alors j'y vais. Et puis on va voir, je pense que ça devrait également vous parler. J'ai peur. N'ayez pas peur. Allez donc, Sticky Fingers. dis donc. Et là, une fois de plus, c'est Philippe qui a l'anecdote, là. Alors, on se retourne vers Philippe. Alors, l'anecdote, c'est quoi, Sticky Fingers? C'est cet album un incroyable. album magnifique des Rolling Stones. Ouais.
et dont on était, Forcément. nous, Serge et moi, très très fans. Et je crois que c'est le premier disque qu'il a acheté, le disque Sticky Finger. En plus, c'était repérable parce c'était un peu provoque, les Stones. Ouais, C'était une braguette Oui. qui s'ouvrait. Voilà. absolument. Ah, voilà, Mais un d'ailleurs, excellent la- album où on pouvait Oui, bah, puiser on plein en- de choses. On en parle comme on régulièrement. dit, les hein. rythmiques, les Ouais. mélodies, les plus grands titres des Rolling Stones, c'est à peu près dans cet album-là. Hein. Voilà. Donc, Et c'est l'aventure, c'est après, comme il disait, après l'accordéon des parents. Ah, c'est sûr que ça fait un choc. Ça Quand fait on un n'écoute choc. que de l'accordéon à la Et maison, d'un coup, là. c'est le disque de chevet qui est arrivé à la maison, Stinking Finger, des Stones. Très bien. Voilà. Bah, écoutez, on va rester en musique avec un projet 100% breton, hein, un album en recherche de financement participatif. Pobble Bar Machine, pardon, c'est le nom de ce projet porté ce matin par les musiciens Antoine Perrand et Brian Ruellan qui nous rejoignent. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, Pobble Bar Machine, c'est le nom de votre album. On va en parler, hein, du collectif que vous représentez ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord ce nom, un peu mystérieux? Alors c'est une phrase en breton qui signifie le peuple dans la machine. Alors pourquoi ce nom-là? Parce que donc Pobble Bar Machine, c'est le nom le résultat du 6e collectif Craze Braze Academy. Alors, qu'est-ce que c'est la Craze Braze Academy? Expliquez-nous. Brian. Alors, c'est une formation dispensée et organisée par une association qui s'appelle Drôme, basée à Brest, et qui, en fait, dispense donc un contenu d'enseignement pour créer des ponts entre les musiques modales, c'est-à-dire toutes celles qui peuvent utiliser des tempéraments et des gammes musicales un petit peu différentes du système tonal occidental. Donc, et ça existe aussi bien dans les musiques arabes, orientales, mais aussi dans les musiques bretonnes. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, cet enseignement a été imaginé par Éric Marchand, fameux chanteur. Bien sûr. Et donc c'est un petit peu le résultat de toute sa démarche artistique, de faire des ponts entre les cultures et de synthétiser un petit peu les points communs de toutes ces cultures. Bah, écoutez, je vous propose, avant d'en parler plus en détail, justement, on va voir ce que ça donne, Pobble Bar Machine, en images et en son. Alors on l'entend bien, hein, le son mix tradition bretonne, musique du monde et électro, ça a été facile pour vous, qui venez quand même d'univers différents, de vous plier à cette consigne de départ finalement? C'est pas forcément évident, Antoine, je sais pas. Non, disons que on était là pour ça déjà, pour, rencontrer d'autres univers, apprendre des choses. On était là pour, on a eu des intervenants tous les mois pendant un an. Tout au long de l'année 2016 qui sont venus nous parler de leur musique, nous faire essayer de découvrir les musiques orientales, comment ça marche, les musiques différentes, la musique électronique qu'on a étudié aussi de chacun à notre manière en allant chercher à droite à gauche. Et donc on était là pour ça, un peu curieux et envie de se confronter les uns aux autres et d'imaginer un projet ensemble. Alors vous êtes flûtiste, Brian, vous venez plutôt du monde du jazz, hein,
la trompette. L'aventure du collectif, elle s'est poursuivie donc, sur scène et dans un album que vous avez présenté samedi dernier à Brest lors du festival No Border. Pourquoi l'aventure se prolonge encore? Là, vous faites appel au financement participatif. C'est destiné à quoi? Expliquez-nous. Alors, donc c'est destiné, ce financement, donc la collecte a lieu jusqu'à Noël. Sur la plateforme Kengo, hein, Voilà. oui, bien entendu. Donc, qui servira à financer cet album qu'on a enregistré tous ensemble. Donc, qui servira à financer l'enregistrement, le mixage, le graphisme, le mastering, toutes ces choses qui font qu'on peut arriver à un résultat auquel on est très fiers, donc d'arriver à ce disque. Et il reste combien de jours pour participer à la cagnotte? Dites-nous. Eh bien, on est le 12, donc il va rester une quinzaine de jours, une vingtaine de jours. Vous avez récolté déjà une partie des fonds? une partie des fonds, oui, à hauteur de la moitié. Oui, entre 40% et 50%. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs qui nous regardent, qui participent à votre projet, à votre aventure? Je pense que c'est intéressant de nous aider parce que c'est un projet qui mérite d'être soutenu dans le sens où c'est un peu inédit. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, on vient tous d'horizons différents, donc on a une espèce de patchwork qui effectivement donne quelque chose d'original et qui, je pense, a sa place dans le paysage de la musique issue des musiques traditionnelles et avec assez moderne finalement. Très bien, écoutez, le message est passé. Si vous avez envie de faire bouger les lignes, vous pouvez participer à cette cagnotte sur la plateforme Kengo, www.kengo.bzh. C'est donc le projet Pobble Bar Machine. Ça vous parle, ce type d'initiative à tous les deux? Bien sûr, évidemment, on ne peut pas rester insensible à ça. Ces passerelles comme ça entre des univers complètement différents. Oui, mais justement, mais nous, on y est confrontés parfois parce que on ne fait pas vraiment partie de la famille du rock'n'roll, on ne fait pas vraiment partie de la famille de la musique traditionnelle. Donc parfois on est un petit peu entre les deux. Donc forcément les évolutions de chaque musique, ça nous parle, quoi, forcément. Évidemment. Alors vous, votre premier album, Someday Louis, c'était Première Bordée en 88, et vous étiez parrainé par Renaud, ce qui était incroyable. Comment s'est faite cette rencontre d'ailleurs? Ta-ta-ta. Comment vous l'avez rencontré? Il a flashé sur votre musique? Moi, je suis arrivé un petit peu après dans cette histoire-là. Donc, du coup, Renaud, je l'ai croisé avec Soldats Louis, mais par contre, j'étais pas là quand il y a eu la rencontre. Donc, je sais pas vraiment. Enfin, si, je sais à peu près. C'est Renaud qui a écouté c'est la bande, je pense, hein, les prémices de l'album. Par l'intermédiaire de l'ingénieur du son, je pense. Et il a flashé. Voilà, ça on ne le savait pas. Puis à un moment, il a déclenché quelque chose en disant, je pars en tournée, j'aimerais bien voir ces gars-là. ça me plaît bien. Et pareil, téléphone. Voilà. Et ces gars-là ont suivi. Première partie de Renaud, après James Brown, c'est pas mal. Ça va, vous avez bien démarré. On se plaint pas, on s'est pas plaint. Et puis la suite a été au même niveau. Hein. Du Rhum des femmes, c'est un succès incroyable. Vous ne vous y attendiez pas? Non. Du tout? Non, du tout. C'est une belle histoire. Ouais, c'est une aventure, comme on dit. Aventure, ouais. Ça arrive comme ça, d'un coup. Il n'y a rien de prévu. Personne ne peut s'attendre à. Il y a des gens qui préparent un tube qui tombe dessus. Et pas là. Là, ça vous est tombé dessus. C'était pas fait pour ça, quoi. Les chansons n'étaient pas faites pour ça. Eh bien, écoutez, on va justement raconter cette belle histoire. C'est une série musicale qui s'appelle À travers champs. Cette belle histoire, elle est racontée par Gilles Lemorvan et Thierry Bouilly. Nous sommes en juin 88 et les Soldats Louis accordent leur première escale au studio d'FR3. Dans leur sac de matelot, un titre qui bientôt va se vendre à 750 000 exemplaires. Pas mal quand on sait qu'au départ, sur le projet d'album, la chanson n'existait pas.
Le groupe avait 8 titres, la maison de disques en voulait 9, il a fallu se remettre au travail et au final, c'est du Rhum des femmes qui s'est retrouvé gravé sur le 45 tours. Évidemment, on ne se met pas en travers du choix de la maison de disques quand c'est le premier album d'un artiste inconnu. Voilà, on fait ce qu'on on obéit, bêtement. Et puis, qu'est-ce que serait devenu Soldats Louis s'il n'y avait pas eu cette chanson? On n'en sait rien, en fait. Et donc, puis quelque part, on en est fiers parce qu'on l'a mis sur cet album. Apparaître devant vous sont des invités de Renaud, c'est un petit peu son émission. Alors ça, ce sont des Bretons. Les petits Bretons dont j'ai découvert la cassette il y a quelques mois, ils préparaient. Et puis, Soldats Louis va aussi avoir un peu de chance, c'est pas non plus interdit. Le disque n'est pas encore sorti qu'une cassette atterrit dans les mains de Renaud, alors au sommet de sa gloire. Comme j'aime bien les mecs qui ont une belle voix et des paroles rigolotes ou sympathiques. Renaud écoute, Renaud adore, Renaud les invite sur les plateaux télé et sur la première partie de sa tournée, Renaud va les mettre sur orbite. Et ça s'appelle Du Rhum des femmes. Du Rhum des femmes, Soldats Louis. Alors on ne va pas faire une explication de texte, Du Rhum des femmes raconte le blues du matelot après trop de jours de mer, le genre d'histoire légère qui depuis toujours court les quais et les couplets des chants de marins. C'est une chanson de mer, c'est une chanson de fête, ça raconte des histoires de marins. Étant l'orientais, des histoires de marins que nous, on a entendues quand on était gamin. Et puis il y a surtout un langage aussi, un langage un peu maritime et un peu fêtard qu'on aime bien. Une paye qu'on n'a pas touché terre, et même une paye qu'on se fait, des gonzesses en poster. Tant pis pour celle qui se pointera la première, je lui démonte la passerelle, la cale, la dunette arrière. Le langage est imagé, mais pas besoin d'être un prix Nobel pour comprendre que si les Lorientais savent trousser des chansons, ils trousseraient bien aussi des jolies filles. Le disque se vend comme des petits pains, mais la critique va leur tomber dessus. Considérés à la sortie de leur album comme les révélations du rock français, nos pox bretons se font allumer, le vent a tourné. D'un seul coup, on s'est fait démonter la gueule et on s'est fait passer pour un groupe de pochetrons, quoi, et de chansons à boire, ce qui était le cas. Mais c'était pas que ça non plus. Ouais, vous êtes fait chambrer en fait. Oui, on s'est fait chambrer, ouais. D'un autre côté, on savait qu'on avait la scène, on s'est aperçu que notre public était très féminin en fait, donc on s'est aperçu que le public féminin avait de l'humour et donc évidemment on prenait ça au second degré, voire un peu plus loin. Et donc du coup ça nous réconfortait dans l'idée que c'était pas une chanson au premier degré, quoi. Maintenant les gens qui prennent ça au sérieux, tant pis pour eux. Alors depuis, les Lorientais ont montré qu'ils savaient siffler autre chose que des filles et du rhum, mais quasi 30 ans plus tard, la chanson reste une incontournable des compiles, des concerts. Disque d'or avec une pochette à ne pas poser, c'est vrai, sur la cheminée de grand-mère, mais dont Soldats Louis se demande toujours pourquoi elle fut censurée dans les publicités télé. Nous, une sirène avec un soutien-gorge, nous on trouvait ça un petit peu bizarre, quoi. On est des gars de la côte, on en a vu des sirènes. On les a jamais vus avec un soutien-gorge, je vous rassure. Le groupe Soldats Louis, expert en sirène, visiblement. Très fort en sirène. Est-ce que vous pourriez écrire aujourd'hui une chanson comme Du Rhum des femmes? Enfin, la sortir en tout cas, parce que l'écrire c'est une chose, mais la sortir... Tout peut s'oser maintenant, moi je trouve, ça c'est mon avis. On peut écrire... Alors, il va y avoir des critiques forcément, parce que sais pas ça si... va trop loin, ça se dit plus, ça se fait pas. Je sais pas si une chanson comme ça passerait aujourd'hui. Je sais pas si ça parce passerait. Parce que vous avez eu cette image un peu sexiste, quoi, un peu. Alors que bon, vous dites. Ouais, mais il y a rien de méchant dans cette chanson-là. C'est comme une chanson de marin, comme il dit. C'est sur la vie des marins. Et puis après, du rhum, des femmes. Ça parle quand même de mecs qui passent 3 mois en mer c'est long, à bord d'un bateau. Oui, c'est pas la nouvelle marine d'aujourd'hui. Donc quand ils arrivent dans un port, Alors vous dites du rhum, des femmes et de la bière. Vous dites que finalement vous avez un public assez féminin. Oui. Ça vous a surpris ça? Disons que je répète un peu ce qu'a dit Soldat, c'est elles ont de l'humour, les filles. Et c'est pas pris de la même façon que certains gars. Ouais, au premier degré finalement. Et ça c'est assez marrant. Ouais. Et puis ça c'est pas pris bêtement, quoi. C'est marrant, ça fait un clin d'œil, c'est sympa ce que vous dites les gars, ça nous fait bien rire, quoi.
Donc on est content, bien sûr. Hein. C'est le premier rang, il y a beaucoup de filles, c'est bien. Alors vous vous êtes fait connaître par une chanson à boire, mais finalement votre répertoire, il va bien au-delà de ça. Il y a des chansons délicates. Ouais. Il y a Pavillon Noir, hein, par exemple, qui est très joli morceau. C'est une super chanson, Pavillon Noir. C'est votre deuxième album. Là, il n'y a pas de gaudriole portuaire, si on peut dire, quoi. C'est une chanson de fond, c'est une chanson de texte, c'est vraiment une belle chanson. De toute façon, quand elle est jouée sur scène, c'est l'ovation. Les thèmes de vos chansons les thèmes ont-ils évolué au fil du temps? Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous touchent plus aujourd'hui, finalement? J'en parlais, moi, avec, justement, en préparant l'album avec De Tressan, un Chrono de Tressan qui écrit, alias Gary Whitnam maintenant. C'est difficile de ne pas se répéter, ou c'est difficile de trouver d'autres idées en 10 disques, par exemple. Parce que Soldat Louis, il a été un petit peu, on va dire, cantonné dans l'esprit maritime. On ne peut pas dire des fois des choses incohérentes qui paraîtraient incohérentes au public ou même à une maison de disques. Il faut rester dans notre système, sur notre bateau, et dire les choses telles qu'elles évoluent. Et on n'est pas non plus au fil du temps, super chanteur engagé comme certains. Oh, vous avez quand même des chansons un peu engagées. Ah oui, oui, mais c'est quand même pas notre étiquette, quoi. Non, mais C'est un pays, par exemple. Oui, sorti en 90, c'est un témoignage. C'est un petit peu engagé. Vous exaltez l'identité bretonne. On est quand même pas, on dénonce pas tant de trucs que ça, quoi. Ça reste de la chanson, quoi. Ça reste du plaisir à partager avec le public. Alors en 2010, vous avez été contacté par le Football Club de Lorient pour composer leur nouvel hymne. Ça, c'est incroyable, ça vous a surpris? On avait tendance, et surtout soldats, à aller au match. Donc on commençait à rencontrer des gens qui trouvaient que l'hymne avait un petit peu vieilli, celui qu'ils utilisaient. Qu'il fallait le dépoussiérer. Et qu'il fallait dépoussiérer. Alors là, vous y êtes allé. Alors là, dépoussiérons. Voilà, mais on nous a fait une commande, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti justement dans ce que des gens auraient pu croire dans le flonflon, de l'hymne un peu traditionnel foot. Ils nous ont bien commandé un hymne. Et non pas une chanson, ou un air ou quelque chose comme ça. Donc, ils l'ont traité d'une façon hymne, guerrier, c'est un tempo assez lent, cornemuse, guitare, le son Soldat Louis, mais façon effectivement un peu guerrière, ça marche, c'est un hymne, plus que de la chanson qu'on a connue dans le foot, en général, quoi. Bon, vous restez avec nous, Soldat Louis. On évoquera tout à l'heure votre nouvel album, quelques nouvelles du front. Pour l'instant, mais on va lancer un hymne aux oiseaux. Cette fois-ci, on part en balade avec un passionné. Il sait mieux que personne nous faire voyager sans bouger de notre canapé. On reçoit Julien Garin de l'association Bretagne Vivante. Bonjour Julien. Alors vous, c'est pas un hymne au foot, c'est un hymne aux oiseaux. Vous êtes ornithologue amateur, bénévole pour l'association de protection de la nature Bretagne Vivante. Ce matin, on va voir que la Bretagne, finalement, est une terre d'accueil pour les oiseaux en hiver. Et oui, ils viennent rechercher chez nous la douceur du climat océanique, l'absence de gel prolongé et puis des masses de nourriture qui vont leur permettre de passer la mauvaise saison. Alors, ces oiseaux, ils sont environ au nombre de 60 espèces qui vont venir uniquement en hiver chez nous, qui ne se reproduisent pas chez nous. Alors, il y a plusieurs cas de figure par rapport à leur origine. Il y a des oiseaux qui vont venir de l'Arctique, donc vraiment du nord de la Sibérie, et faire un long voyage pour venir jusqu'à chez nous. On connaît par exemple la bernache cravant, cette petite oie noire et blanche qu'on peut voir un peu partout sur le littoral en grand groupe. Elle arrive à peu près au mois d'octobre pour repartir en avril. La grande majorité des hivernants qu'on a en Bretagne, ils viennent du nord de la Sibérie. Ils ont fait jusqu'à 10 000 km pour venir se reposer sur les côtes bretonnes. À côté, les marins, c'est des petits joueurs, je peux vous le dire. Ils partagent le même amour de la mer, en tout cas. Et c'est vrai que les côtes françaises et bretonnes en particulier ont quand même un rôle à jouer dans la conservation de cette espèce, puisque certains hivers, on va accueillir près de 60% de la population mondiale de l'espèce sur les côtes françaises. Ouais. Alors, il y a d'autres oiseaux qui ont ce même schéma de migration, qui sont très nordiques, qui ne nichent pas sous nos latitudes et qui vont être beaucoup plus communs, qu'on va trouver par exemple dans la campagne. C'est le cas de la grive Movis, donc ce petit passereau qu'on voit à l'écran derrière moi, là, qui est assez facile à reconnaître. En fait, il a un long sourcil blanc et puis cette petite tache rousse au niveau des flancs. Donc c'est une grive qui niche aussi au niveau de la Sibérie. Les premiers nicheurs sont en Norvège ou en Suède. Et on va la trouver assez facilement, elle, dans la campagne, notamment aux abords des vergers de pommiers, qu'elle aime beaucoup.
Alors, est-ce qu'il y a des oiseaux qui viennent d'autres régions Alors, il y a un autre schéma d'hivernage, c'est des oiseaux qui, eux, ont plutôt des affinités continentales. Donc, en fait, ils vont venir des mêmes latitudes que nous, mais ils n'aiment pas ce climat océanique tempéré pour nicher. Eux, ils vont avoir besoin de l'été très chaud de l'Europe continentale, et leur migration, elle va plutôt être d'est en ouest. Alors, dans la famille des laridés, les mouettes et les goélands, chers à votre cœur, j'imagine, on va retrouver le goéland cendré. Alors lui, un goéland qui niche pas en Bretagne, c'est quand même un petit peu surprenant, mais non, lui, les premiers nicheurs, on les trouve en Haute-Normandie, dans la baie de Somme et en Île-de-France. Par contre, c'est un oiseau qui va glisser progressivement au cours de l'hiver vers la façade atlantique. En baie du Mont-Saint-Michel, par exemple, on va trouver d'immenses groupes de goélands cendrés, mais en hiver uniquement. Il y a pas mal de passereaux qui vont suivre ce schéma de migration est-ouest, et un des plus emblématiques, un des plus rares qu'on peut trouver en hiver en Bretagne, c'est la pie-grièche grise. Alors le voilà, c'est ce petit passereau aux allures de mini-rapace en fait, qui est à peine grand comme une tourterelle, qu'on va trouver. Bon, il y a une petite tradition d'hivernage dans les monts d'Arrée avec 2, 3, 4 individus, mais on peut la trouver un peu partout dans la région en hiver, dans les zones buissonnantes. Vous voyez, elle aime bien les ajoncs, les ronces. C'est une espèce qui est malheureusement qui niche donc dans le Massif central et dans le Grand Est français et partout ailleurs en Europe, mais qui malheureusement chez nous a tendance à décliner fortement. Donc préserver ces zones d'hivernage, ça compte pour elle aussi. Bien sûr. Alors est-ce qu'il y a un dernier cas de figure peut-être un peu plus étonnant ? Oui, le cas de figure le plus étonnant qui concerne peu d'espèces, mais ce sont les oiseaux des montagnes françaises qui descendent en fait dans la plaine pour fuir les rigueurs de l'hiver à 2500 mètres d'altitude, et on va les retrouver jusqu'en Bretagne. C'est assez étonnant. Le plus commun d'entre eux, et ça concerne vraiment que quelques espèces, c'est alors le pipite spioncelle. Vous voyez ce drôle de petit oiseau avec un drôle de nom, mais vous allez voir qu'il y a pas mal derrière aussi. Alors lui, il est un petit peu difficile à identifier parce qu'il ressemble à tous ses cousins pipites. Il niche dans les Pyrénées, dans les Alpes, entre 900 et 2500 mètres d'altitude, et au fur et à mesure de l'hiver, comme ça, il va descendre en plaine, et chez nous, on va le retrouver assez communément sur toutes les zones humides, alors qu'il niche, donc avec une migration qui est très étonnante, puisque les montagnes en France, elles sont dans le sud, et donc cet oiseau, pour passer l'hiver, il va passer du sud au nord. Et alors le cas, je crois, le plus spectaculaire des oiseaux montagnards qui descendent en plaine, et parfois jusque dans le Grand Ouest, et parfois même jusqu'en Bretagne, c'est le Ticodrome échellette. Oui, c'est son vrai nom. À la fin, le voilà, cette espèce de drôle de petit papillon gris, rouge et blanc. Alors lui, c'est un amoureux des parois verticales. Il va nicher jusqu'à 3000 mètres d'altitude dans les Alpes et les Pyrénées également. Et il arrive, bon an, mal an, que quelques individus comme ça au cours de l'hiver progressent jusqu'en Bretagne. La photo qui se trouve là, je l'ai prise sur la cathédrale de Nantes il y a 2 ans à peu près, jour pour jour. Donc cet amoureux des parois verticales qu'on va retrouver en hiver, chez nous, il va utiliser les mêmes milieux, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de grandes falaises, donc on va le retrouver sur les cathédrales, sur les châteaux. Généralement, c'est un passionné des monuments historiques, et donc on va le retrouver sur ce type de milieu, donc même en pleine ville. Okay. Donc il y a tout un florilège d'espèces comme ça, un petit peu surprenantes en fait en hiver en Bretagne. Donc ça vaut le coup de prendre ses gants, son bonnet, ses bottes fourrées, ses jumelles, et puis d'aller se balader, même s'il fait un froid de canard. Le canard. Avec un grand bec comme ça, il se nourrit de quoi? Alors en fait, quand il est chez nous, il va faire toutes les anfractuosités du monument. Il va y passer tout l'hiver et il va manger toutes les araignées. Il fait du nettoyage. Il va manger des araignées, des cloportes, tous les petits arthropodes qui sont cachés en fait dans les fissures du bâtiment. C'est rigolo. Ouais. Bon, merci Julien de nous avoir éclairé sur ces oiseaux qui hivernent. Merci infiniment, et on retrouve toutes les informations sur le site de Bretagne Vivante, bien entendu. 2017, les amis, c'est une année très chargée pour vous. Nouvel album, après 4 ans de silence, un petit peu. Enfin, vous travaillez. Pas de silence sur les ondes, mais au niveau studio. Voilà. Graphique, mais vous avez travaillé. Vous avez bien travaillé. Ça s'appelle donc Quelques nouvelles du front. C'est sorti chez Cockbraise. Pourquoi Quelques nouvelles du front? Justement, ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas donné de nouvelles du front. Donc on en donne. Il appelait Quelques nouvelles du dos, et puis... Il y a pas ça n'a pas marché. Ça va pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a dans cet album, justement? Est-ce qu'il y a une tonalité différente? Est-ce qu'il y a les nouvelles sont bonnes ou pas bonnes, finalement? Non, les nouvelles sont bonnes. C'est surtout qu'on nous dit que ça ressemble à du Soldat Louis de la bonne époque. Ah, parce qu'il y avait une mauvaise époque pour Soldat Louis? Pas une mauvaise époque, mais comme on disait, il fallait changer des choses. On ne peut pas toujours dire la même chose. Et je crois qu'il y a une espèce de retour sur des choses, sur des sujets, sur des formulations, peut-être même une façon d'écrire, qui s'est rapprochée d'un Soldat Louis, entre parenthèses, d'origine. Historique, peut-être. Ouais. Et Qui a écrit dans cet album, justement? Alors, c'est Gary Wignam, alias Renaud de Tressan, qui est chanteur, auteur, compositeur, l'orienté, bien connu quand même de vos studios.
Et donc, voilà, qui a écrit tout l'album au niveau texte, bien sûr, quoi. Donc 13 chansons, 13 titres épicés, avec une petite tonalité taquine, on va dire. On va regarder justement un petit teaser pour nous donner un avant-goût de ce nouvel album et de cette tournée à suivre en 2019. Voilà les quelques nouvelles du front, avec toujours la même énergie. Et puis ce son qu'on reconnaît tout de suite, en fait. C'est vraiment le son Soldat Louis, quoi. C'est le son Soldat Louis. Vous avez composé de quelle façon cet album? Vous avez voyagé? Vous avez enregistré dans des différents studios? Pas forcément en France, d'ailleurs? Pas forcément en France. Ça a été enregistré dans différents studios. Et puis ça a été travaillé aussi dans différentes villes. Aussi bien Guidel ici, à côté de chez nous, à Essaouira. Essaouira, il y a eu. Ça a été enregistré en Belgique en partie aussi. Oui, dans le studio ICP. Voilà, c'est un des plus grands studios d'Europe. Ouais. Oui. Donc un album finalement qui a voyagé comme les marins. Voilà. Ils voyagent avant nous. Oui, c'est ça. Enfin, vous, la tournée anniversaire, donc ce sera en 2019. Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, on réfléchit en ce moment. On sait que ça va tourner beaucoup, c'est sûr. On va certainement faire une grande salle parisienne. On va faire beaucoup de concerts, je pense, puis des gros concerts. On va essayer de mettre les moyens, bagade, choris s'il faut, orchestre symphonique, pourquoi pas. Enfin, voilà, faut qu'on fasse un medley de tout ça, de 30 ans de carrière, ça va pas être simple de faire un medley. Ça fait du boulot. Il y a du boulot. Pour ça, donc 2019, ce sera bien. Ouais. Alors 2017, c'est une grande année aussi parce que vous avez participé à l'album Braise et Mabro, sorti chez Sony. Oui. Pour vous, c'était important de vous engager comme ça pour la Bretagne, enfin spécifiquement. Oui, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est même pas une démarche, c'est naturel. Tout simplement, puisqu'on est... Même si vous ne revendiquez pas une identité celtique. Oui, mais on est breton, on est de cette région-là. On est forcément acteur à un moment de toute cette culture. Donc forcément, oui, à un moment, on a envie de participer à ce genre de truc. Quoi. Bon, en gros, ce qu'on comprend, c'est que vous n'êtes pas prêt de jeter l'encre et que ça va durer encore très longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres projets en route pour vous ou des évolutions à venir que vous imaginez d'ores et déjà sur Soldat Louis? Dans l'immédiat, c'est déjà pas mal, c'est ce nouveau disque quand même. Bon, déjà, ça faut souffler un peu après ça. La tournée 2018, de toute façon, qui se met en route. 2019, on va dire la grosse affaire. Et puis, on essaiera peut-être d'avoir d'autres idées, soit discographiques ou de spectacles ou des choses comme ça. De toute façon, oui, on continue. Et puis,
On va bien voir, hein. On va bien voir. Le on voyage est confiant. Ouais, je sens. Le voyage est loin d'être terminé. Voilà. Loin de là. Bon, vous qui donnez beaucoup sur scène, on va parler du don, mais d'une autre façon, en matière de santé. Chaque mardi, nous nous intéressons, bien entendu, à ce qui vous préoccupe en la matière. Et ce matin, on a voulu aborder le don d'organes, une question délicate, un sujet encore tabou. 500 personnes meurent chaque année en France faute d'une greffe. Un don, pourtant, peut sauver une vie. Illustration avec ce témoignage recueilli par Séverine Breton et Thierry Bouilly. La vie, c'est comme la bicyclette, disait Einstein. Pour ne pas perdre l'équilibre, il faut avancer. Alors Olivier avance. Quand le médecin lui a annoncé que ses reins ne fonctionnaient plus, qu'il lui faudrait passer par la dialyse et espérer une greffe, il a pédalé. C'était parfois difficile, il serrait le guidon plus fort et il était sur son vélo quand le téléphone a sonné. J'étais sur le vélo à rouler tranquillement, j'étais parti pour une heure et demie. Le téléphone sonne, je m'arrête et là c'est un peu la surprise, l'inattendu. Et au bout du fil, voilà, c'était le centre de transplantation de Rennes qui m'appelait pour me dire qu'il m'avait trouvé un greffon. Donc je me suis arrêté sur le bord de la route et je suis resté posé là pendant 5 minutes peut-être. J'ai appelé bien évidemment après ma femme. Et puis voilà, j'avais le sentiment partagé. Super content d'avoir eu ce coup de téléphone, une greffe qui m'attendait quand même, c'était pas rien. Et en même temps, partager aussi la douleur de la famille, parce qu'il y a comme derrière la greffe, il y a malheureusement un deuil. Donc voilà, sentiment partagé, et j'ai repris mon vélo et je suis parti pendant 1 heure. Je me dis, voilà, je réfléchis à tout ça. Le lendemain matin, Olivier entrait à l'hôpital. Quelques heures plus tard, son nouveau rein était en place. Olivier avance et pense souvent à celui ou celle dont il ne sait rien, à qui il doit ce nouveau rein et cette nouvelle vie. On sort de l'hôpital, oui, dire merci, mais à qui? Le don reste anonyme, il faut qu'il le reste d'ailleurs. Donc voilà, on a envie de dire merci, mais à qui? Donc c'est pas facile à vivre. Donc il a fallu que je trouve un moyen, moi, pour m'exprimer à ma manière. Et je l'ai trouvé par le vélo. C'est une façon de remercier tous les donneurs, les familles de donneurs, de montrer que la greffe, ça marche. Pour Olivier, chaque tour de roue, chaque sortie, chaque course sont autant de victoires et de messages d'espoir pour tous ceux qui attendent. C'est à peu près, je crois que c'est 500 morts tous les ans, faute de greffe. Donc voilà, il faut y réfléchir, il faut y penser. La mort, malheureusement, c'est soudain, c'est très soudain la plupart du temps pour les personnes qui peuvent être prélevées. Et si on n'en a pas parlé avant, vous imaginez bien que dans un moment pareil de douleur, prendre une décision, quand on demande un prélèvement d'organes, c'est pas facile. Donc d'en parler avant, de prévenir, de donner sa position. On a le droit d'être pour, on a le droit d'être contre, mais c'est vraiment, vraiment important. Ouais. J'ai rencontré quand même pas mal de gens qui vivent de par la greffe, qui ne seraient pas là aujourd'hui s'ils n'avaient pas été greffés. Donc ouais, c'est important. Ouais. La vie, c'est comme la bicyclette, reprend Olivier. C'est parfois dur, mais souvent très beau. Après ce magnifique témoignage, on va retrouver le docteur Sylvain Lavoué pour aller plus loin sur le don d'organes. Bonjour, docteur Lavoué. Alors, vous êtes en charge au CHU de Rennes de la coordination hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus. Le témoignage d'Olivier, qui est passé par le CHU de Rennes, reflète bien la renaissance merveilleuse de celles et ceux qui ont la chance de recevoir une greffe, en fait. Combien de personnes en sont atteintes dans notre région? Sont en attente plutôt de greffe dans notre région, oui. C'est un témoignage très touchant et qui illustre parfaitement bien la problématique de la greffe. En France, c'est 15 000 patients qui sont en liste d'attente au 1er janvier de l'année 2007. Fin de 2000 si on y compte les greffés au cours de l'année. En Bretagne, 700 à 800 personnes attendent un organe actuellement, en gros. Est-ce que c'est un nombre qui est en augmentation? Tous les ans, ça augmente d'environ un peu plus de 5%. Et qui pose le problème de la disposition des greffons, précisément. Bien entendu. Alors, des personnes en attente d'une greffe par manque, finalement, de prélèvement, c'est bien là tout l'enjeu. Pour favoriser le prélèvement d'organes, la loi a changé depuis le 1er janvier. Enfin, elle a évolué un tout petit peu, oui. On va dire. En fait, on est tous donneurs présumés, finalement. Tout à fait. Juste pour un petit rappel, on l'était déjà depuis les premières lois de bioéthique. La loi Cavaillet, notamment, datant de 1976, nous désignait déjà tous comme donneurs présumés, avec un consentement dit implicite. L'amendement Touraine mis en application au 1er janvier de l'année 2017 n'a fait que rappeler cela en modernisant un petit peu la manière de signifier son refus. Surtout cette loi ou ce nouvel amendement garantit
la liberté de s'opposer au don. Donc il faut le signaler. Il faut le signaler. Si on ne souhaite pas donner, il faut le dire. Pardon ? Si on ne souhaite pas donner, il faut le dire. Tout à et fait. Si on ne dit rien, c'est que l'on Voilà. consent. Voilà, au don. C'est ça, pour être très clair. Et on peut le dire de plusieurs manières. Alors, de quelle façon ? De manière plus moderne maintenant, il y a un site qui s'appelle le Registre national des refus et qui est abordable par Internet. On peut l'exprimer de manière écrite également et également de manière orale. D'accord. Alors, toutes ces manifestations du refus sont valables et sont écoutées surtout. Oui. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'on ne veut pas qu'on nous prélève certains organes ? Est-ce que ça, c'est possible ? Oui, complètement. On peut justement sur le registre ou par papier, comme je le disais, dire qu'on souhaite être prélevé de certains organes, mais pas d'autres, pas de tissus. Notamment, il y a souvent un tissu qui est un peu emblématique, les cornets par exemple, dont il y a pourtant un réel besoin. Certaines familles ne veulent pas parce que l'œil est quelque chose d'un peu emblématique. Ça signifie une atteinte du corps peut-être, mais c'est parfaitement respecté et respectable. Alors, dans les faits, l'acceptation, elle est souvent difficile pour les proches du défunt. Comment vous gérez cette situation que vous rencontrez finalement quasiment au quotidien ? Le don d'organes est un soin pour les autres, pour les patients greffés, mais c'est aussi un soin pour les familles. Et dans tout soin, il y a la bienveillance, l'empathie. Et de cette manière-là, en respectant les choix des familles et des malades, des défunts surtout, il se passe un dialogue qui est celui, oui, de l'empathie, de la bienveillance et qui fait qu'après réflexion, un certain nombre de familles qui n'ont pas forcément réfléchi à cette problématique difficile, comme il était dit dans le reportage, finissent par se convaincre qu'effectivement, donner l'organe, c'est donner une suite un petit peu après la mort brutale, épouvantable de leurs proches. Est-ce qu'on peut voir ça comme un acte de solidarité, finalement ? Exactement. Et le législateur, d'ailleurs, a voulu souligner ça. C'est un acte de solidarité nationale, en quelque sorte. Merci beaucoup, docteur Sylvain Lavoué, d'être venu nous parler de ce sujet hautement sensible. Tous ici sur le plateau, on est tous concernés, finalement. Oui. Est-ce que vous avez déjà signalé des choses ou pas ? Enfin, vous êtes pour le don d'organes, vous concernant ? Oui, et justement, on en parlait tout à l'heure en coulisses. Pendant longtemps, je pensais qu'on n'était pas systématiquement donneur. Et je pensais que c'était l'inverse. Moi, je pensais qu'il fallait signaler qu'on voulait être donneur. Et en fait, non. Donc, il faut signaler qu'on ne veut pas, quoi. Exactement. Voilà. Et finalement, c'est important de savoir ça. Il faut en faire l'information. Oui, complètement. Cette information, bien sûr. Complètement, c'est super important. C'est ce qu'on fait ce matin. Justement. Oui. Il y a un âge pour... Non, c'est aussi un aspect important. Les organes vieillissent aussi. Je présume qu'un gars de 60 ans n'a pas les mêmes organes que... Ça dépend. Si c'est celui de la Louis, si, aussi jeune qu'à 20 ans. Ça fait fou. Je souhaite passer à tout le monde. C'est normal, tout à fait juste. Non, il n'y a pas d'âge pour donner. Alors, évidemment, il y a des âges au-delà de 90 ans où les organes eux-mêmes sont des organes qui portent la marque de l'âge, mais on peut donner des organes jusqu'à 70 et même 80 ans. C'est précision importante également. Vous, absolument. Julien, pour le don d'organes. Oui, je ne suis pas opposé, mais c'est vrai que je n'avais jamais fait de démarche pour être ou donneur ou non donneur, en fait. Et je ne connaissais pas cette évolution de la loi. Eh bien voilà, comme ça, tout le monde est informé désormais. Merci beaucoup, docteur, d'être venu aborder ce sujet. On va passer maintenant à notre rendez-vous mensuel avec Hugo Mamba, le directeur sportif du Stade Rennais Athlétisme. Hugo, qui est toujours prêt à nous donner des bons conseils. Eh bien, son invité ce matin, c'est le docteur Stéphane Delaunay, médecin du sport, et on va parler de sport et grossesse. Bonjour Hugo, bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, vous allez nous dire ce matin que finalement, le sport n'est pas du tout un frein pendant la grossesse. Alors qu'on a pas mal d'idées préconçues sur le sujet. Effectivement, Laurence, le sport à la grossesse, oui ou non, c'est un thème qui reste encore opaque pour pas mal de femmes et d'hommes. Donc Stéphane va nous éclairer ce matin sur ce sujet. Donc Stéphane, peut-on faire du sport à la grossesse ? On va déjà exclure les grossesses avec des complications médicales. On va surtout s'intéresser aux grossesses physiologiques, sans complications médicales. Et donc, en effet, on peut faire du sport pendant l'activité, pendant la grossesse. Donc, il y a deux profils de patientes. Il y a des patientes qui ont été sportives, qui font du sport de manière régulière. Qui ne peuvent pas s'en passer. Et qui ne peuvent pas s'en passer, surtout. Et qui peuvent poursuivre l'activité physique dès le début de la grossesse. Après, bien entendu, il faut
il faut arrêter absolument les sports avec des risques de choc abdominal, il faut arrêter les sports à risque de chute ou les sports de percussion comme le karaté, le judo, le handball. Voilà. Le karaté, c'est pas forcément conseillé. Voilà. Après, il y a l'autre profil de patiente qui souhaite faire de l'activité physique pendant la grossesse pour le bien-être de l'enfant. Et on conseille plutôt d'attendre la fin du premier trimestre, c'est-à-dire la fin de la période où il y a des nausées, des vomissements, une fatigue importante. Et il vaut mieux attendre la fin de ce premier trimestre de grossesse pour pratiquer une activité physique. On peut débuter On peut débuter, on peut faire de la marche, on peut commencer on peut nager aussi, on peut faire de la marche nordique. Voilà, donc du coup, il y a des sports qui sont plus adaptés que d'autres à la grossesse. On conseille plutôt de faire des sports d'endurance, donc vraiment des footings. Pour quelqu'un qui fait de la course à pied de manière régulière, elle peut continuer à faire un footing lent pendant le premier trimestre, donc plutôt sur des terrains souples, des terrains non accidentés, des terrains plutôt plats, vraiment à allure lente. Par contre, pour les personnes pour les femmes enceintes qui souhaitent se mettre au sport, plutôt de la marche, plutôt du vélo, plutôt de la marche nordique et si elles savent nager. Après, l'aquagym, c'est une bonne activité physique également parce que ça contribue au bon renforcement musculaire global et on peut pratiquer cette activité physique jusqu'à la fin de la grossesse. Et ça reste tonique. Et ça reste tonique. Après, on peut rajouter aussi des sports comme le tai chi, comme le yoga, comme le pilates, qui contribuent au renforcement musculaire global de la femme enceinte. Ok, bon, le contexte est bien posé du coup. Alors quels sont les bienfaits? C'est quand même la question qu'on se pose. Alors, les travaux scientifiques montrent qu'une femme enceinte qui pratique de l'activité physique a moins de risque d'avoir un diabète pendant la grossesse, a moins de risque d'avoir une hypertension artérielle et disons qu'il y a une limitation d'une prise de poids excessive. Donc il y a des femmes qui prennent 20 kilos et le fait de pratiquer une activité physique permet de diminuer le risque de prise de poids excessive. Oui, on sait aussi que ça permet au niveau du dos, par exemple, de prévenir d'éventuelles pathologies lombaires. Les lombalgies. Serge Danet, ça va lui parler. Sauf qu'il n'a pas été enceinte. Je me serais pas permis. Il m'a fait la vanne. Moi, j'ai osé, voilà. Alors. J'ai vu le regard. Donc, du coup, ça, c'était pendant accouchement. Heureusement, il y a un après. Et un après. Donc, du coup, après accouchement, est-ce qu'il y a un délai et des précautions à respecter avant de se remettre à une activité physique plus ou moins modérée en fonction du profil Toujours dans le cadre d'une grossesse qui s'est bien déroulée, un accouchement qui s'est bien déroulé, on recommande de recommencer l'activité physique douce, comme la marche nordique, comme un footing lent, 6 à 8 semaines après l'accouchement. Après, bien entendu, il faut toujours détecter une fuite urinaire d'effort qui peut survenir après la grossesse et pendant la grossesse également. Et une rééducation périnale doit être adaptée pour éviter d'avoir ces désagréments pendant l'activité physique. La rééducation périnale qui est plus que recommandée, on la recommande très fortement. Et ça a beaucoup évolué parce que du temps de nos mamans, c'était pas systématique. Aujourd'hui, c'est vrai que toutes les femmes peuvent bénéficier de ce type de rééducation. Tout à fait. Après, pour les femmes un autre conseil pour les femmes qui allaitent, souvent, j'ai pas envie de faire du sport parce que j'allaite, parce que j'ai l'enfant à gérer, tout ça. Et en fait, ce que je recommande, c'est surtout de faire les tétés avant l'exercice ou de tirer le lait avant l'exercice pour éviter l'inconfort pour éviter en fait l'inconfort qui est dans l'engorgement mammaire. Et je conseille aussi d'avoir une hydratation suffisante et une alimentation adaptée pour éviter une baisse de lactation. D'accord, très bien. Merci Stéphane pour tous ces bons conseils. S'il y en avait qui hésitaient encore, qui ont pour projet de faire un enfant ou qui sont en cours de grossesse, n'hésitez pas, mettez les baskets, suivons les bonnes recommandations, ça se fait très bien. Merci beaucoup à tous les deux, merci infiniment. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on écoute tout de suite le débriefing de cette émission par la comédienne Catherine Bossard, qui arrive en courant en basket. Ah oui. Bah dis donc Malalotte, heureusement que j'arrive. Ah bah là, il était temps. Parce que ça a commencé à parler d'engorgement mammaire, de plancher périnéal et tout. Non, mais là, on est tranquille, hein. Bon bah super. Bon bah bienvenue au Café des Artistes. Je viens faire le ménage, je viens vous servir une petite tournée aussi peut-être. Donc ouais. Michel, talent de danseur, j'aime ça. On l'a bien vu l'autre jour. Ah bah. Bien.
C'est pour ça, on peut le dire d'ailleurs, c'est pour ça que Serge n'est pas là, parce qu'il a fait un slam du comptoir. Il a voulu bégaler. Et bah voilà. Il a voulu bégaler. Bah voilà. Bon, il n'y arrivera jamais. Pas tout le temps, bon, on va se remettre et puis on va remettre une tournée, hein, c'est pas un problème. Ici aussi, c'est parrainé par Renaud. Hein? Donc c'est lui qui a fait le chiffre d'affaires d'ailleurs des premières années, c'était pas mal. La gaudriole portuaire, il y en a ici, hein. Il y a la gaudriole portuaire. J'ai bien aimé ça. Ah oui, c'est une très belle formule. Ça, on va la mettre au-dessus du comptoir, impeccable. Alors Julien était venu nous parler de grive aussi, là, les oiseaux qui viennent. Et ben ici, c'est pareil, hein, dans le bar. Les oiseaux viennent se réchauffer, par contre ils se reproduisent à la maison. Hein. Parce que moi, après 2-3 verres, quand les gars sont un peu hop, je peux te dire que hop, on enroule le torchon et puis on y va, hein, parce qu'on ne touche pas. Hein. On est bien d'accord. On peut rigoler, on l'a dit. Hein. On peut rigoler du rhum des femmes, la gaudriole. Mais pas de tout. Mais pas, non, mais après, voilà, pas forcément. On sait bien que les femmes ne sont pas des objets à la disposition du plaisir des hommes. À partir de là, on peut rigoler. Voilà. On peut rigoler. Sauf quand Roger Doigt-Collant vient, lui c'est pas le Sticky Fingers hein, des Rolling Stones. Hein. Mais Roger Doigt-Collant, pareil, hein, roulis de torchon, bah, faut se faire respecter à un moment. Hein, c'est comme ça. Surtout quand on gère un bar, je peux te dire, on envoie des oiseaux là. Bah, justement, bien, des sacrés oiseaux. Mais bon, pour parler sérieusement quand même, vous avez loupé Roger. Il est parti, il a reçu un petit coup de fil parce que justement, c'était pas la valise RTL. Il lui fallait un petit organe. Bah, lui, il a un cœur grand comme ça, mais bon, il a l'air en vrac, donc il est parti. On va le retrouver bientôt, hein, grâce à quelqu'un qui lui a fait un don. Donc Roger, voilà, c'était sa petite valise à lui. Il a gagné le gros lot, il va nous revenir. Parce qu'ici, des artistes, on en a, et puis ils ont un cœur gros comme ça, donc on les garde. Et on les aime, nos artistes. Oui. Impeccable. Bah, on essaye, mais du coup, je vais attendre ma prochaine grossesse pour me mettre au sport. Hein. C'est ça, c'était ça le message. Si j'ai bien compris. Bon, bah, on va voir. Hein. Bah, merci à vous, vous êtes bienvenus. Hein. Merci. J'en remets une. Ouais, allez, une tournée de café. Merci à tous. Merci Soldat Louis de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On souhaite une meilleure santé à votre ami Serge. Quant à nous, bien écoutez, on se retrouve demain pour un best-of de cette émission sur la gastronomie avec Jean-Yves Bordier et Xavier Pinsec. Et puis jeudi, on reste encore dans le domaine des bonnes choses. Ce sera Georges Larnicole, maître chocolatier et meilleur ouvrier de France, qui sera notre invité d'honneur. Voilà, la gourmandise au menu de cette journée. Et puis je vous souhaite une très très belle journée et à jeudi 9h50.